Bienvenue sur la chaîne d'Actu Concert. Dans cette vidéo, on va enfin entendre la voix des fans. Car en effet, on a eu la chance d'avoir interviewé une fanbase française qui est dédiée à Blackpink. Du coup, c'est parti! On va commencer la première partie qui est plus basée sur l'histoire de ta fanbase. Et donc, du coup, ma première question, c'est quand et comment est-ce que tu as eu l'idée de créer ta fanbase en fait? Alors moi, j'ai eu l'idée de créer ma fanbase en 2020. Donc c'est, on va dire vers juillet, c'était pendant la période Covid. Mais j'ai lancé en octobre 2020 parce que je pense qu'il me fallait un peu un temps de préparation. Je savais pas trop comment ça allait se passer et comment faire, surtout parce que quand on se lance dans une fanbase, c'est vrai qu'on n'a pas de mode d'emploi. Donc forcément, j'essayais de voir un peu à droite à gauche comment ça se passait et du coup, en octobre 2020, je me suis lancée et voilà. Et du coup, par rapport à cette création de ta fanbase, dans la mesure où tu dis que tu t'es un peu renseigné sur ce qu'il y avait autour, tu avais déjà des objectifs en tête, des attentes? Quand j'ai eu l'idée de créer la fanbase, il n'y avait pas. En fait, il n'y avait plus de fanbase de Blackpink qui était active. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'étais dans cette période où je commençais un peu à me lasser de Blackpink, on va dire, parce que il n'y avait pas d'informations autour. Et puis, je pense que je ne suivais pas aussi forcément les bons comptes sur les réseaux sociaux, dans le sens où c'était plus des personnes d'autres fandoms. Donc, forcément, il n'y avait pas cet entretien-là. Et du coup, je me suis dit, il n'y a pas de fanbase française, ou en tout cas elles sont plus actives, donc pourquoi pas en créer une et voilà, faire mon propre compte, donner mes propres informations, et comme ça je pourrais entretenir ce lien-là qui, à l'époque, en 2020, où on attendait The Album, manquait à beaucoup de monde en fait. Par rapport à tout ça, c'était quoi ton principal objectif comment tu as fait pour atteindre cet objectif de faire rassembler tout le monde, on va dire, autour de ta fanbase et genre, tu as fait quelles actions pour arriver à ça? C'est pas que c'est simple parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est surtout qu'il faut toujours donner des informations. Il faut être là pour informer au maximum les fans. Après, on peut aussi faire des posts pour demander leur avis. Donc, entre guillemets, on va créer un lien fanbase fan. Et du coup, comme ça qu'on va entretenir entre guillemets la passion du groupe. Tu avais déjà des idées de projets ou de partenariats ou... Est-ce que tu avais déjà des idées En vrai, quand je l'ai créé, non. Parce que tu arrives dans un domaine que tu connais pas, donc c'est vraiment toi et ta motivation et tu vois comment ça va se passer. Comme réel projet concret, on va dire, c'était plus ce pour le concert. Je pense que chaque fan, ils ont dans un coin de leur tête des projets qu'ils veulent réaliser. Et du coup, on va dire que je suis juste arrivée avec ma motivation de fan, avec des projets que moi je voulais voir en tant que fan. Du coup, là, on parlait tout à l'heure du fait de rassembler les fans ensemble. Et là, aujourd'hui, on sait que ta fanbase, elle compte plus de 17 000 abonnés. Toi, est-ce que, du coup, tu as beaucoup d'interactions avec les gens de ta fanbase? Et est-ce que tu as des demandes aussi qui débouchent sur les projets? Donc, par exemple, les projets de concert. Pour les projets avec les fans, on s'était harcelé. Parce que avant même d'avoir la vente, à partir du moment où vous avez la date, quand la date elle est publiée, on a une avalanche de messages qui parlent des projets. C'est-à-dire, ouais, est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Et nous, derrière, on est obligé de calmer les gens en disant, mais on se calme, les ventes ne sont même pas passées, on a déjà réfléchi à certains projets, donc voilà, on va y réfléchir, on va publier des formulaires justement pour vos propositions de projets. Mais sinon, voilà, on se calme, quoi. Et après, le fait d'avoir 17 000 abonnés, ça m'a apporté des opportunités quand même incroyables, notamment pour Vogue. J'ai interview pour Vogue pour le numéro de Jisoo. Après, j'ai été en contact avec Polydor. Donc, Polydor qui me demande, par exemple, de repartager des concours, ou alors on a travaillé avec justement Polydor et Universal pour les bannières en 2020, donc c'était vraiment en collaboration avec eux. Et justement, ça mène un peu à la dernière question de cette première partie sur la création de ta fanbase. Quel est ton secret en fait? Parce que tu nous as dit que tu étais seule derrière ta fanbase à gérer. Comment tu fais? Transparente avec vous, dans la vie, je m'en donc j'ai beaucoup de temps libre. Le vrai secret pour qu'une fanbase fonctionne, en fait, c'est être tout le temps actif, tout le temps, publier les informations au bon moment pour avoir beaucoup d'interactions. Et c'est vraiment ça qui va faire grossir, entre guillemets, la fanbase et faire que les gens vont interagir avec vous.
Et du coup, par exemple, quand tu dis qu'il faut tout le temps interagir, même la nuit, enfin, est-ce que du coup, tu as des moments où tu dors pas la nuit? Par exemple, quand il y a des comebacks, bah, c'est vrai que la nuit, on reste réveillé. On reste réveillé, on écoute. Après, il y a pour certains événements, par exemple les MTV Music Awards, bah, ça, c'est aux États-Unis, donc forcément, c'est pas vraiment compatible pour passer 8 heures de sommeil en France. Maintenant qu'on a parlé un peu de l'histoire de ta fanbase, on va parler un peu plus donc ce qui est sujet récent, donc c'est-à-dire les derniers concerts de Blackpink en France. Donc, et en fait, on voulait savoir par rapport au concert du 15 juillet, on sait que tu as collaboré avec plusieurs fanbases françaises, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration? Alors, déjà, il faut partir de la base où, quand on est une fanbase de Blackpink, et surtout à l'international, on s'entend pas du tout avec les fanbases solo. D'accord. Et nous, on n'a pas du tout voulu rentrer dans cet engrenage-là. Donc, en fait, ça part vraiment de décembre, du concert de décembre, où là, on s'est dit, ouais, pour les concerts, nous, ça va pas se passer comme aux Philippines ou je sais pas où, là. Donc, nous, on va vraiment rassembler tout le monde, on va faire des projets solo, on va faire des projets de groupe, et on veut que tout le monde participe, parce qu'on peut vraiment créer une union française et avoir un fonctionnement que les autres fanbases n'ont pas. En fait, on se suivait mutuellement, mais on n'avait jamais vraiment parlé ensemble. Et du coup, bah, en décembre, j'ai envoyé des messages avec l'autre fanbase de Blackpink. Et on s'est dit, oui, bah, on va préparer les projets pour le concert. Ce serait bien que vous veniez participer pour les projets pour Jisoo, pour Jennie, pour Rosé, etc. Et pour Lisa aussi. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'on a créé un groupe. Et du coup, bah, on s'est mutuellement aidés et motivés pour les projets du concert. Justement, comment est-ce que vous avez fait pour vous organiser entre vous pour mettre en place tous ces projets, pour tout gérer? Est-ce qu'il fallait quand même travailler de manière coordonnée entre vous? Bah, en vérité, on va dire que chacun avait ses tâches parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des projets solo. Donc, on va dire que les fanbases solo, c'est elles qui s'occupaient des solos. Mais on s'occupait tous, hein. On donnait tous notre avis. Même les fanbases solo, par exemple, de Jennie, elles vont donner leurs avis sur le projet de Lisa. Ah ouais, ça serait mieux de mettre une couleur jaune pour Lisa parce que sa couleur préférée, c'est le jaune, ou des choses comme ça. Et du coup, bah, les fanbases solo, elles se sont occupées, entre guillemets, de la grosse partie communication des projets. Mais c'est vrai que c'est des projets qui ont été réfléchis tous ensemble et on l'a fait step by step, en fait. Ça a commencé par les plus gros projets. Et les gros projets, c'était, par exemple, à certaines chansons, mettre les flashs ou mettre les couleurs sur le téléphone. Et après, on a parlé des projets solo. Est-ce qu'il y a eu d'autres parties prenantes qui ont contribué donc, à tous les projets que vous avez faits? Pour le concert de décembre, du coup, et bah, c'est Polydor, ils ont participé, mais par contre, on n'a pas du tout participé avec Polydor pour le concert en juillet. On est quand même resté en contact avec l'imprimeur qui était avec nous en décembre. Du coup, on a travaillé avec lui. Mais sinon, après, on a voulu rentrer en contrat avec Cider, la marque de prêt-à-porter. Ça n'a pas abouti. Et après, bah, les autres parties prenantes, ça a été surtout les illustrateurs, les designers. Mais sinon, c'est tout. Non. C'est vraiment des projets made in fan, en fait. Quelles sont toutes les étapes par lesquelles toi et ta fanbase vous traversez pour que tout se mette bien en place? Bah, il y a plusieurs étapes. Déjà, la première étape, pardon, c'est les idées qui fusent. Donc, ça part dans tous les sens. Voilà, on est en euphorie complète. Puis ensuite, bah, à travers tous les... Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, il y a toutes les idées qui fusent. Et ensuite, on rassemble toutes ces idées et on les élimine. Ouais, ça non, ça non, ça non, ça oui, c'est faisable. Ça oui, c'est faisable. Allez, ben, on fait ci, on fait ça. Et du coup, une fois qu'on va dire, on a épuré toutes ces idées, et qu'on arrive à en garder quelques-unes qui peuvent se faire parce qu'il faut rester quand même dans des projets qui sont réalisables. Et après, à ce moment-là, on commence à discuter sur quelle chanson on va le faire. Par exemple, pour les projets solo, pour les couleurs, comme je vous ai dit avec les fanbases solo, c'est elles qui vont décider les couleurs. Parce que, par exemple, on a voulu faire du violet, je crois, pour Rosé en juillet. Ça n'avait pas plu au Rosé Stade. Du coup, on a changé pour du blanc. Enfin, faut vraiment que tout le monde soit content. Du coup, on essaye de bien travailler dessus pour que ça plaise à tout le monde. Et du coup, après qu'on ait finalisé tous les projets,
qu'on a bien choisi les bons projets. Et ben ensuite, on rentre dans la phase communication. Donc là, on fait les posters à publier sur Twitter. On fait les vidéos qui expliquent les projets. On demande de relayer. Et ensuite, c'est surtout dans la communication, en fait. Du coup, on sait qu'il y a eu quelques problèmes avec les bannières. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé de votre côté concrètement et comment ça s'est résolu au final? Et est-ce que vous avez mis des actions en place pour que ça s'arrange parce qu'au final, tout le monde a eu sa bannière le jour du concert. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Il y a eu tellement de problèmes avec les bannières, et même en décembre, hein, parce qu'à chaque fois, les bannières, c'est démoralisant des fois. Genre, vraiment, on s'est retrouvés à certains soirs au téléphone en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi? Venez, on abandonne et tout, et on les laisse tout seuls, en fait. Et bah, en fait, tous les problèmes qu'on a rencontrés, c'était déjà, premièrement, par rapport aux fans, parce qu'il y en a qui n'étaient pas forcément contents des bannières. Après, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais bon, voilà, quoi, quand on reçoit beaucoup de messages qui sont pas forcément sympas, forcément, c'est hyper démoralisant. Après, comme autre problème, on a voulu trouver un imprimeur, mais nous, on voulait que ça soit made in France à la base. On voulait vraiment faire un truc français, mais ça coûte super cher. Du coup, on s'est dit, on va faire made in Europe. Et il y a eu des problèmes par rapport au transport, parce que la facture, c'était pas la bonne. Du coup, on avait mal estimé, on va dire, estimer les coûts, parce qu'on s'était fixé un budget. Et au final, le budget concret et réel, il a complètement explosé, parce qu'on voulait une bannière d'une certaine qualité. Et du coup, ça nous a apporté des problèmes, mais au final, ça s'est arrangé parce qu'on a réussi à trouver des arrangements avec l'imprimeur. Mais c'est vrai que le coût du transport, le coût de la production et surtout le coût du stockage, parce qu'on a aussi dû stocker les bannières, ça a coûté beaucoup d'argent. Mais du coup, au final, c'est rentré dans l'ordre. Il me semble avoir vu aussi un appel aux volontaires de mon souvenir pour distribuer les bannières. Je sais pas si c'était ta fanbase ou si c'était l'autre fanbase française, mais j'avais vu aussi que, au final, je pense que beaucoup de personnes hors de la fanbase sont venues vous aider pour distribuer toutes les bannières, et ça, franchement, c'était super cool. Après, ça c'est courant, les fanbases, généralement, elles font ça. Enfin, c'est pas la première fois que j'ai vu ça, mais du coup, on a fait un appel aux volontaires pour savoir s'ils voulaient participer. Il y en a qui ont dit oui, parce que quand même, distribuer... combien de bannières on avait? 20 000, je crois, 20 000 bannières. Ah, c'est beaucoup. Et quoi. C'est pas mal. Parce qu'il y avait beaucoup d'admins de fanbase qui ne pouvaient pas venir à cause des cours, à cause de l'alternance, et même les prix des billets de train qui étaient exorbitants. Du coup, on a fait un appel aux volontaires et ça a porté ses fruits. Ils étaient tous adorables d'ailleurs. Et du coup, D'accord, super. Big up aux fans du coup qui ont aidé. Et dernière petite question, et outre du coup ce problème de coût au final par rapport aux bannières, mais qui s'est bien résolu, est-ce que toi ou les autres fanbases, vous avez rencontré d'autres soucis vis-à-vis du concert de juillet? Quand on veut ramener une bannière au Stade de France, il faut savoir qu'il faut une autorisation. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de messages à caractère problématique, normal, mais aussi pas de publicité. Vis-à-vis de la vidéo, du projet vidéo qui n'a pas pu se faire, j'ai vu qu'il y avait eu un gros problème, c'est même parti jusqu'à l'international. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus parce que... Non, l'Encore Stage s'est passé à Paris. Moi, je maintiens toujours ce que j'ai dit à l'époque, et d'ailleurs, ça nous a valu des grosses insultes, que j'expliquerai après. Mais en gros, l'Encore Stage, il s'est passé à Paris. Il n'y en a pas eu d'autres en Europe. On sait très bien pourquoi il n'y en a eu que à Paris. Même YG l'a annoncé que c'était un concert spécial parce que les fans français, ils apprécient beaucoup Blackpink. Et du coup, nous, on a voulu faire un projet avec des vidéos des fans françaises, qui était logique parce que les filles, elles sont venues en France et que c'était un Encore Stage à Paris. On s'est dit, écoute, les filles, elles viennent tout le temps en Fashion Week, elles viennent tout le temps pour passer des vacances, tout ça à Paris. Donc, nous, on a envie de montrer qu'on les aime. Elles reviennent pour un Encore Stage. C'est quand même un concert spécial, quoi, parce qu'elles n'ont pas fait d'autres en Europe. Donc, nous, on veut vraiment faire un truc made in France avec des fans français, quoi, qui parlent anglais avec un bon accent oui oui baguette. Et du coup, ça n'a pas plu. C'est un Encore Stage à Paris, donc je sais pas, tu veux quoi, genre. Et du coup,
Mais c'est surtout que les fans n'avaient pas compris que nous, on voulait seulement les vidéos où les personnes parlaient, qu'elles soient françaises. Mais après, on voulait publier des messages photos, des messages à l'écrit, etc. de tous les fans pour montrer que les fans aimaient Blackpink aussi au-delà des frontières de la France. Mais les internationaux, ils n'ont pas compris ça. Il y a quand même une compétition un petit peu quand même de ce que j'entends entre les différentes fanbases. C'est vrai qu'il y a une espèce de compétition entre les fanbases, mais c'est surtout à l'international. En France, nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais je pense qu'on est la meilleure team au monde. Et littéralement, parce que pour avoir une aussi bonne synergie ensemble, pour autant s'apprécier et en plus travailler ensemble, alors que c'est des fanbases solo, bah franchement, c'est cool. Alors du coup, maintenant, on va commencer la troisième et dernière partie qui va plus se baser donc, sur le futur. On a fait le passé, le présent et maintenant le futur. Et en fait, ma première question, c'est, on sait que tu as eu la chance de participer à Vogue, tu nous en as parlé tout à l'heure. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton interview, sur ce qui s'est passé, comment tu as été démarchée, tout ça? Alors, il y a la journaliste de chez Vogue qui m'a contactée en DM sur Twitter. Et du coup, qui me disait comme quoi c'était pour un projet confidentiel, je sais pas trop quoi, mais comme quoi Jisoo allait participer pour une couverture d'un magazine français. Et du coup, elle avait eu mon contact par rapport à une personne qui m'avait recommandé donc pour faire cette interview parce que la personne elle cherchait des fans pour expliquer pourquoi Jisoo elle est autant aimée, son rapport par rapport à la mode, etc. Et du coup, elle m'avait contactée et on s'est donné rendez-vous par téléphone et du coup on a fait l'interview. J'ai dû garder le secret pendant 2 mois, j'en pouvais plus, mais c'était incroyable et on peut dire que c'est l'un de mes plus grands rêves qui s'est réalisé d'ailleurs. Par rapport à cet article sur Vogue, concrètement c'était quoi? On t'a posé quoi comme question? Quel était ton rôle en fait exactement? Mon rôle en fait c'était celui d'une fan, hein, d'une fanbase. Après, dans l'interview, elle a mentionné comme quoi je tenais un compte fan, mais c'était surtout par rapport à Jisoo, en fait, son rapport avec la mode, pourquoi Jisoo elle est autant aimée, pourquoi Jisoo elle est autant appréciée par rapport à son style, et pourquoi Jisoo c'est l'une des personnalités les plus appréciées en fait par les fans français. Et du coup, moi, j'ai expliqué que Jisoo c'était quand même une membre qui avait un style très très élégant, mais pourtant assez simple, mais super élégant, et que c'était l'une des membres qui donnait le plus de nouvelles par rapport à Weverse, etc. Et du coup, c'était vraiment autour de ce sujet-là, en fait. On va rester un petit peu dans l'univers magazine, articles, tout ça. On sait que maintenant, tu as développé un webzine qui s'appelle Pretty Pink Mag. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu es toute seule dessus? À quoi il va servir? Quels sont les sujets qui sont traités dedans? Alors, j'ai lancé Pretty Pink, je crois que c'est l'année dernière, en fin d'année dernière ou en début d'année, je me souviens très bien, j'avoue. C'est pas grave. Mais j'ai lancé ce projet parce que j'aime beaucoup la mode. Vogue, c'est mon magazine préféré d'ailleurs. Et j'ai voulu rentrer dans cet univers-là, mais en étant basée sur Blackpink. Donc en écrivant par exemple des articles sur leur tenue sur scène. Est-ce que tu as déjà envisagé en fait de regrouper des gens avec toi, de constituer une équipe pour venir t'aider et faire grandir ta fanbase avec toi, ou tu as l'intention de rester toute seule comme tu l'as actuellement? Non, j'ai jamais pensé, j'ai jamais voulu, on va dire, avoir d'autres personnes avec moi sur le compte. Et j'ai jamais non plus ressenti le besoin d'avoir quelqu'un. J'ai toujours voulu tout faire toute seule. Et ouais, je compte continuer toute seule aussi. En fait, la fanbase, si vous voulez, vous pourrez demander à n'importe qui. On considère vraiment ça comme nos petits bébés, en fait. Et nos enfants, c'est nos trésors. Et du coup, on n'a pas envie de le partager avec les autres parce qu'on ne sait pas comment ça va se faire. Et puis même, on a un mode de management qui ne va pas forcément plaire à tout le monde. Et c'est vrai que nous, on est bien dans notre zone de confort. On gère ça comme on veut. On fait tout comme on veut. Si on veut publier un truc à minuit ou à 6h du matin, il n'y a personne qui va rien nous dire. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment cool. Et j'ai jamais voulu travailler avec d'autres personnes. Et du coup, on va conclure l'interview avec une dernière question. Question très, très vague. C'est là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec tous les projets que tu commences à entreprendre ou qui sont déjà entrepris,
comment vois-tu l'évolution de ta fanbase pour demain? Bah, honnêtement, je pense que ça sera toujours le même but que quand je suis arrivée sur Twitter et que j'ai créé ma fanbase, c'est vraiment de rassembler en fait les fans le plus possible, mais aussi maintenant de pouvoir donner de la visibilité à Blackpink en France, parce que la K-pop ça commence à évoluer en France, on en entend parler de plus en plus, même si c'est pas encore vraiment très pris au sérieux et qu'on est encore catégorisé comme des filles de 16 ans en mini-jupe. Enfin, on veut vraiment faire évoluer l'image de la K-pop en France et surtout d'introduire Blackpink comme élément fort de la culture coréenne en France, quoi. Donc c'est vraiment ça notre but principal. Après, pour les projets, bah, on va dire qu'il y a certains projets qui viennent le jour, après on y réfléchit, ça voit le jour, d'autres fois non. Mais pour l'instant, pour les projets, on n'en a pas forcément. Après, on verra dans le futur et comment ça se passe avec Blackpink. Mais en tout cas, nous, notre objectif principal, ça restera toujours de rassembler les fans et de donner le maximum de visibilité à Blackpink. C'est top. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah, merci à vous. C'est le clap de fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.